Il dirait tout simplement qu'une université comme Paris, qu'il ne faut pas mettre ça à la télé, surtout, malheureux parce que c'est assez attaqué, fait correspondre, tout au moins en philosophie, en ce qui me concerne, l'année universitaire et ces 2 semestres très rigoureusement au milieu du mois d'octobre, au tout un nouveau programme. Ce programme fait que, par nécessité, tout le mois de mars, tous les 8 jours, alors que c'est un séminaire alors que c'est un séminaire bimensuel, c'est-à-dire qu'il est tous les 15 jours, tout le mois de mars va être occupé tous les 8 jours. Ça sera hebdomadaire. Donc il y aura le jeudi 15 mars ici, jeudi 22 mars la semaine prochaine, et jeudi 29 mars. On aurait pu mettre le 5 avril, mais le 5 avril, parce que c'est en dehors de ces vacances. D'après, j'ai cru que c'était dedans, parce que c'est Georges Bleuch qui lui aussi, tombant dans cette situation, m'avait dit, et je l'ai cru, que le 29 mars était la veille des vacances, ce qui n'est pas le cas. Et puisque le 5 avril, c'est encore hors vacances. Mais alors là, moi, j'avais franchement pris mes dispositions pour autre chose. Donc, comme une femme qui devait parler à Taïwan, elle ne parlera pas, mais le fera ensuite au retour. Alors, ce retour, alors tout le mois de mai est pris par des prétendues vacances, on ne sait pas, qui sont partout, c'est pas un grand bonheur ces vacances, parce que par exemple, on est responsable, on pourrait dire, ce que l'on n'a pas dit à la télévision, l'accident complètement stupide de malheureux enfants belges, une vingtaine, trentaine, qui ont été précipités dans un ravin, et pour avoir été, on ne sait pas pourquoi, c'était pas du tout utile, étant donné qu'ils sont en Belgique, ils n'ont qu'à y rester, ils ont été se promener en Suisse, pour qu'on n'ait pas de borne, et qui s'exprime par ces paroles dithyrambiques. Voilà quelques programmes. Alors, cela étant dit, je vous fais passer la seconde version de ce mois de mars où le séminaire est devenu ensuite il y a que des gens qui ont emporté un petit livre que j'avais à la main et qui a disparu, qui est là, et il y en avait un gros livre plus grand, c'est ça, parce que je fais circuler un petit livre d'Alain Badiou qu'il m'a envoyé et qui est encore sur Sarkozy. Et en particulier pour la dédicace qu'il m'a envoyée, parce que cette dédicace est une dédicace en fait de rappel à l'ordre et de morigénation, c'est-à-dire de semence. Il m'envoie une verte semence considérant d'une certaine manière, si l'on veut traduire cela en propres termes, que ma santé mentale l'inquiète, parce que je demande rien du tout. Dans une enquête qui a été faite par la revue Ligne de Michel Survia, je déclare voter pour Hollande. Et la théorie de Badiou, c'est ne pas voter. Alors c'est pourquoi il m'écrit une petite dédicace très gentille, mais qui manifeste des inquiétudes très nettes relativement à mes conceptions politiques, et j'allais jusqu'à dire ma santé mentale ou morale, je ne sais pas. Donc vous verrez, ça je lui ai écrit, mais il ne m'a pas encore répondu. Bon, vous verrez, les deux je le fais circuler pour information,
parce que là aussi, ce sont des problèmes que nous n'avons pas abordés, qui sont très intéressants relativement d'ailleurs à la fois à la politique, à la vie, à la philosophie. Il y a dans ligne, sur le plan philosophique, un article très intéressant de Jean-Luc Nancy, d'ailleurs relativement, c'est peut-être celui qui est le plus complet sur la philosophie du vote. Il n'y en a pas de Rancière, ce qui est dommage. C'est pourquoi j'ai envoyé un mot à Rancière pour savoir quelle était sa position précise. Je ne sais pas. Je dois dire qu'on pourra en discuter d'ailleurs, puisque c'est un problème qui intéresse tout le monde, sans être absolument mis à mettre au premier plan. Il est tout de même très intéressant dans les questions qui nous concernent, et y compris celle de la philosophie, puisque malgré tout la philosophie politique, le politique en philosophie, la conception philosophique que l'on peut avoir des différentes attitudes politiques est quelque chose qui est au centre de toutes les discussions que l'on peut avoir. Je donne la parole donc à Romain, très curieux, très intrigué par la formulation de sa question, que je te laisse le soin d'expliciter. Que penser en philosophie aujourd'hui? Je te donne. Tu as pris tout ça? Oui, mais c'est des notes. Ah oui, j'ai beaucoup admiré. Ça, c'est tout à fait admirable. Je le conseille d'ailleurs. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne serais pas capable, mais je crois que comme méthode d'exposition, ce n'est pas mal. J'avais remarqué que, explique comment tu fais, tu n'as pas une conférence écrite, mais tu as une feuille, des feuilles dans des dossiers. Comment procèdes-tu? Je l'avais remarqué déjà. Comment c'est fait? Je procède par module, par thème, par chapitre. Et en fait, la conférence peut s'arrêter faute de temps. Et puis, si on y a des questions, je peux repuiser ou aller plus loin, ou interférer. Alors, quand même, combien chaque dossier comporte de feuilles? Je ne sais pas, entre 3 et 5. Mais... Comment c'est fait? Ouvre-le, Ah ça, tu as deux feuilles dedans, alors tu passes de l'un à l'autre. Ah oui, effectivement, c'est plus clair. Donc, alors, je t'écoute avec impatience, vas-y. Donc, je remercie René Girard de m'inviter dans son séminaire. Le thème que j'ai retenu, c'est que penser... Quand on parle d'une façon claire, c'est bien que je suis sourd et que je ne peux pas entendre si je parler d'une façon... Le thème que j'ai retenu, c'est que penser en philosophie aujourd'hui. Donc je vais essayer de donner des pistes en vue de fertiliser la recherche philosophique. Donc, après l'effervescence des années 70 qui a correspondu au bouillonnement de l'université de Paris-Vincennes de 69 à 79, les portes se sont refermées et une chape de plomb s'est installée sur la culture. Donc, après 30 ans de vie souterraine, il est temps que la philosophie refasse surface. Et mon point de départ, c'était aussi un peu une colère comme celle de René tout à l'heure. Mon point de départ, c'était les propos d'une philosophe hongroise qui s'appelle Agnès Heller. Agnès Heller, qui parle de la philosophie. Qui est Heller? Une philosophe hongroise. Donc c'est un article qui est paru, un interview qui est paru dans Philosophie Magazine de juin 2011.
Et elle finit en disant aujourd'hui, la philosophie ne semble plus capable de se concevoir comme une construction d'un édifice commun. Tout est à découvert dans un champ de ruines, une sorte de désert. Ce n'est pas tragique, il faut juste éviter le repli sur l'histoire. La philosophie ne peut se contenter d'être un musée de doctrines du passé. La seule issue, à mon sens, c'est une forme d'héroïsme qui se donne pour tâche, en l'absence de concepts reconnus par tous, de saisir ce qu'est le présent. La tâche demeure de se rendre disponible à ce qui nous advient. Alors, je me suis dit, la philosophie, elle est peut-être, on peut faire une philosophie du présent, effectivement, mais la philosophie n'est pas forcément vouée à se cantonner dans l'événementiel. Donc je me dis que la philosophie a d'autres tâches, même si celle-ci est importante. Donc je pense qu'il y a une urgence de pensée, car le temps passe et rien ne bouge. Il y a eu quand même une dévastation faite par le structuralisme et une désertion ou un désastre fait aussi par le marxisme qui ne laisse derrière eux qu'un désert aride, pour autant qu'ils constituent deux doctrines de la fin de la philosophie. La fin? Oui. Le marxisme orthodoxe et le structuralisme. Oui, excuse-moi. Fin est entendu au sens de terminaison, d'achèvement. Oui, de chef. Dans la lignée de l'hégélianisme. C'est ça. Donc, je place mon intervention sous l'égide de René Scherrer, parlant, dans le numéro 10 des cahiers critiques de philosophie, de l'enjouement de l'esprit. Donc, je suis parti un petit peu de cette problématique de l'introduction du jeu en philosophie. On va voir comment. Et je prends comme source d'inspiration la méthode qu'a adoptée François Prenant pour son film sur René Scherrer, Le jeu de loi du professeur Polybus. Alors, c'est très intéressant dans ce film, si vous l'avez vu, qui est sorti en 2007, c'est qu'elle compose son film, elle prend le jeu de loi comme une méthode de montage. Alors, dans le jeu de loi, on avance, on s'ouvre des cases, on revient en arrière, on peut être bloqué, etc. Donc tout au long du film, à un moment elle veut parler de l'enfance de René Scherrer, elle met un retour à la case départ, etc. Donc elle construit son film comme un jeu de loi. J'ai apporté pour... Il faudrait expliquer peut-être pour des gens qui n'ont pas parce qu'il faut être aussi explicite. Exactement. Et assez ça que possible. C'est pour ça que j'ai apporté. C'est merveilleux, c'est clair. À l'ancien, au BHV. Ah oui, je ne savais pas que ça existait. C'est des copies d'anciens. Mais il est de quel? Parce que il est tout neuf. Il est original celui-là. Il est tout neuf, mais il est copié de l'ancien. De candidat du 19e siècle. Peut-être. Non. C'est des images d'Épinal, ça. Ah, oui. Parce qu'il y a le puits, la mort aussi. Voilà. La prison, le puits. La prison doit être là, le puits est là. Ah, c'est ça. On tombe dans le puits. La prison est fermée. La mort, c'est une tête de mort. Tu peux le faire circuler, oui, mais la vie n'est pas pour cette violence. Voilà. C'est une œuvre d'art. Donc en fait, ça se joue avec des dés. Parce que pour ceux qui... Oui, je vais faire regarder par Lionel avec sa machine, parce que ça me donne une image. J'ai apporté 2 dés. Et en fait, ça se joue avec 2 dés. Et ensuite, on fait promener les personnages qui sont souvent des oies. Mais ne les fais pas jouer. Joue quand même pour toi, parce que tu vas bien. 9, non, 5. Combien? 5. Et qu'est-ce que ça te donne? Ça me donne une oie à porter. Sur mon tombe? Sur ça. Un enfant avec une oie dans les bras. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais pas.
C'est déjà pas mal, ça c'est positif, puisque s'il a une loi dans les bras, ça veut dire que loi a répondu et que c'est une approbation que la chose elle-même te donne, un satisfecit donné par le jeu lui-même à continuer dans ce sens, puisqu'il te donne, c'est une sorte de loi en offrande. D'autant plus que l'oie est un animal à la fois historique, à la fois religieux, puisque les oies gardaient les Capitoles, les oies ont le mérite d'avoir sauvé Rome contre l'invasion des Gaulois, donc ça a une signification qui, culturellement, n'est pas anodine. Je ne sais pas comment on pourrait en faire l'exégèse, mais enfin déjà, cette notion d'oie nous travaille l'esprit. Elle n'est pas un mot sans connotation, sinon signification directe. Il y a un jeu, d'ailleurs, il y a aussi dans ce film, sur l'oie. C'est un jeu un peu des calembours, dans un sens qui n'est pas du meilleur à l'oie. Là aussi, c'est aussi un calembour dans la même veine. Ce n'est pas du meilleur à l'oie parce que c'est un peu la gagnante, c'est le jeu de l'oie. Le jeu qui est interprété également comme un jeu, l'oie qui est aussi interprétée comme la loi, donc il y a tout un tas de choses qui rayonnent autour dans la constellation sémantique de l'expression, qui est d'ailleurs notée dans le film. Bon, je te donne la parole parce que je ne veux pas être trop porté à parler. Donc de la même manière que François Prenant, qui a utilisé un jeu pour construire son film, j'ai cherché un jeu qui pourrait me servir ou nous servir de méthode d'invention en philosophie. Et j'ai trouvé le jeu de domino. Donc voilà le jeu de domino qui permet d'avancer pion après pion par, on va dire, association d'idées. Et comment on avance? Quel rapport tu fais entre domino? Alors, je vais l'expliquer peut-être. Oui, je comprends, voilà. mais le jeu de loi, quel rapport avec le jeu de loi? Non, il n'y a pas de rapport entre le jeu de loi et le jeu de domino. Il y a le fait simplement d'utiliser un jeu avec les plus ou moins avec des rapports assez lâches. Mais le fait de pouvoir utiliser un jeu comme modèle, comme modèle de réflexion, de pensée. Donc, à l'exemple du jeu de loi qui est un jeu de parcours, puisqu'on parcourt le cycle, je considère que le jeu de domino également est un jeu de parcours, mais un parcours sans fin, sans point d'arrivée et sans clôture. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu s'arrête de manière arbitraire, puisque quand il n'y a plus de domino, de jetons. Mais on pourrait toujours en produire davantage, comme les atomes dans l'univers selon Démocrite qui sont infinis, et à ce moment-là, ça ferait des associations infinies. Donc, le jeu de loi et le jeu de domino sont deux méthodes de recherche et d'écriture. On voit une démarche philosophique s'y déployer en même temps qu'un mode de vie s'y développer. Donc là, j'ai un petit peu abordé la différence entre le jeu de loi et le jeu de domino. C'est que le premier, le jeu de loi, dans le premier, le parcours est tracé d'avance. Toutes les cases sont bien déterminées, ont un sens précis.
alors que dans le second, dans le jeu de domino, le parcours se trace au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on prenait des photographies, c'en est une, si on prenait des photographies de chaque partie, si on peut dire, de chaque partie de jeu, on n'aurait jamais, ou du moins rarement, le même parcours, puisque ça s'associe avec une forme assez aléatoire, sinon basée sur le hasard. Hein, le principe qui sous-tend la méthode du jeu de domino, méthode qui consiste à aller de l'avant de manière aléatoire, est le principe de transversalité, principe qui permet le passage d'une idée à une autre, l'emboîtement des éléments de pensée et l'entrelacement des intuitions. Donc, la méthode du jeu de domino est l'articulation de la science intuitive de Spinoza et de la science joyeuse de Nietzsche. Son vecteur est intuitif et son mode de pensée est joyeux. Cette méthode associe l'intuition de la découverte et la joie de l'invention. Oui, effectivement, François Châtelet avait une formule pour parler de certains mots piégeants dans le langage. Il disait les dés sont pipés. Et dans le cadre de notre méthode de jeu de domino, cette formule est particulièrement saisissante, puisque si les dés sont pipés, le parcours que forment les dominos est tracé d'avance, et il n'y a pas d'avancée véritable. Nous sommes alors coincés dans quelque chose de préconçu, de préétabli, de préjugé. Alors que là, il y a toujours une ouverture. La méthode du jeu de domino est une ouverture à l'aventure et à la recherche, puisque le second côté du domino n'est pas prévu d'avance. De la même façon, une idée a au moins deux faces. C'est là où j'en viens à la méthode elle-même. Une idée, dans l'écriture philosophique, une idée a au moins deux faces. Une face reliée au socle des connaissances, donc une face du connu, et une autre face tournée vers l'inconnu. Puisque quand on puise, quand on pioche, enfin, quand on prend un domino, par exemple ici on arrive en bout de piste avec un numéro 2, on va choisir, on va essayer de trouver un domino pour le coller, un domino avec 2 points, mais on ne sait pas quelle est la deuxième partie du domino. Là, elle est blanche, mais elle pourrait être de 5 points ou de 4 points, etc. Donc c'est ça qui permet, c'est cette part d'inconnu qui permet d'avancer dans l'écriture. Alors concrètement, il s'agit effectivement au départ de prendre une idée et puis de regarder dans cette idée qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer, du moins en philosophie, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconnu. Et alors, on va y répondre, mais cette réponse va elle-même avoir une part d'inconnu ou une part problématique, et on va essayer de répondre à cette part de problème qui va nous faire avancer comme ça. Parce que si, par exemple, ça paraît peut-être très abstrait, mais si je donne un exemple, on va partir d'une idée, Nietzsche pose l'importance du philosophe artiste, par exemple. Alors on se dit, si le philosophe est un philosophe artiste, qu'est-ce qu'il advient de la connaissance? Puisque la connaissance est définie traditionnellement comme objective, et la création artistique, le côté artiste, c'est la subjectivité. Alors, il y a un problème. Si on est dans le cadre d'un philosophe artiste, que devient la connaissance? Que deviendrait une connaissance artistique ou une connaissance subjective? Donc ça pose des problèmes. On va essayer d'y répondre. Et de fil en aiguille, on pourra répondre à des questions qui n'avaient même pas été abordées par Nietzsche lui-même, bien qu'il ait posé la problématique du philosophe artiste, mais qui est chez lui plus une affirmation qu'un véritable... Nietzsche, travaillant par fragments, lance des intuitions fulgurantes, mais des fois ne les développe pas d'un point de vue philosophique.
Donc ça c'est intéressant. Donc, si une idée peut être représentée par une pièce du jeu de domino, elle a au moins, comme je disais, deux faces. Elle est biface. Elle peut avoir plus de faces d'ailleurs, hein, mais qui peuvent être développées ultérieurement. Ce qui lui permet de s'associer avec d'autres. Donc, une idée n'est jamais monolithique. Elle est plutôt protéiforme. En cela, elle est tout le contraire d'une monade. Là où la monade n'a ni porte ni fenêtre, l'idée est constituée d'ouverture vers l'extérieur. Donc même dans une idée pleine et entière, on pourrait dire, il y a toujours une ouverture, il y a toujours, ne serait-ce que, même dans le langage, il y a toujours un sens figuré, un sens propre. Donc si on utilise le sens propre d'un mot, il y aura toujours le sens figuré qui va nous sourire ou qui va nous faire un clin d'œil pour aller vers un côté peut-être, on va dire, métaphorique, hein, un dépassement du sens admis. Donc ce qui est intéressant de savoir, de prendre conscience, c'est que les idées ont des bords. Hein. Cela nécessite d'élaborer une théorie des idées transversales. Donc le jeu de domino se situe dans l'immanence, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Il n'y a pas de transcendance. Tout se fait, là on est un petit peu dans un monde démocritéen, hein, un petit peu. Le domino serait comme des atomes, avec les histoires d'atomes crochus, qui s'accrocheraient les uns aux autres. Donc le jeu de domino constitue une horizontalité et développe des horizons. Oui, horizontalité. Ben, le jeu de domino constitue une horizontalité. Ah, c'est ça. À la limite, ce que... Donc, Spinoza avait introduit la joie en philosophie, hein, qui n'est pas, avant lui, qui n'est pas un concept philosophique. Nietzsche a introduit le rire en philosophie, hein, dans Ainsi parlait Zarathustra. Le rire non plus, hein, à part chez Rabelais, mais bon, il n'était pas considéré comme un philosophe. Il faudrait pouvoir introduire le jeu en philosophie. Donc la belle notion d'enjouement de l'esprit, mise en avant par René Scherrer, peut nous y aider. Et j'ai retrouvé un livre que je n'avais pas acheté à l'époque, je parle de l'époque des années 70. C'est un livre qui s'appelle Homo Ludens. Homo Ludens. Voilà. Le livre. Non, non, vas-y. Ah, Homo Ludens. Homo Ludens. De Wissing. Voilà. Je me note quand même pour. Voilà. Et c'est sous-titré Essai sur la fonction sociale du jeu. Et l'auteur, c'est Johann. Et c'est publié chez Gallimard. Donc en 1951, c'était publié dans la collection Les Essais. Et j'ai constaté que ça a été republié, heureusement, parce que c'était un livre épuisé. Moi, je l'ai lu en épuisé. Ça a été republié toujours chez Gallimard dans la collection TEL, TEL, en 88. Donc il est trouvable, il est disponible. Alors, c'est intéressant la démarche de Huizinga. C'est qu'il considère que le terme de Homo Ludens, l'homme qui joue, lui semble exprimer une fonction aussi essentielle que celle de fabriquer, et donc mériter sa place auprès du terme de Homo faber. On définit souvent l'homme comme Homo faber, comme l'homme qui fabrique, hein, puisqu'on dit que les animaux peuvent utiliser des outils de manière temporaire ou de manière occasionnelle, mais qui n'ont pas une culture de l'objet, de l'outil, pardon, et une culture de la fabrication.
Donc à côté de l'homo faber, la dimension ludique de l'homme est importante. Dans ce livre, on trouve quelques affirmations dans son sens. Il dit que les grandes activités primitives de la société humaine sont déjà toutes entremêlées de jeux. Une affirmation aussi qui est très importante dans le cadre de la philosophie, c'est qu'il dit que tout jeu est d'abord et avant tout une action libre. Donc ça c'est important, il souligne d'ailleurs, action libre c'est souligné dans le livre, à la page 25. Et dernière citation, le jeu y figure le terme positif, le sérieux s'arrête et s'épuise à la négation du jeu. Ça c'est aussi intéressant, on le verra tout à l'heure parce que je vais essayer de remettre un petit peu en question la notion de critique. Et donc le sérieux voilà, s'épuise dans la négation du jeu, alors que le jeu est positif, exponentiel, et n'est pas en rapport avec le sérieux. C'est-à-dire que le jeu n'est pas une déconstruction du sérieux, alors que le sérieux est une déconstruction du jeu. Ça je pense que c'est très important. Alors, petite anecdote pour ceux qui connaissaient les années 70 à Paris-Vincennes, c'est que j'ai longtemps cru que le livre Homo Ludens avait été écrit par Georges Lapassade. Ce livre, Homo Ludens, je croyais qu'il avait été écrit par Georges Lapassade. Moi, je croyais. Parce que je connaissais ce livre de renom, mais je n'ai pas, à l'époque, je n'ai pas acheté ce livre. Ah, voilà. Donc, il était connu, mais bon, après, j'avais d'autres. Parce que tu avais entendu parler par Lapassade. Sans doute. Alors, ce que je crois maintenant, c'est que Lapassade devait faire un cours, qui devait être affiché dans le secrétariat et qui s'appelait L'homme ludique. Ah, voilà. Parce que ce livre-là m'était resté sous l'appellation de l'homme ludique, et j'ai essayé de chercher l'homme ludique et je ne trouvais pas sur internet et tout, jusqu'à temps que je trouve l'homo ludens. Donc c'est bien dans les idées qu'il défendait. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il devait faire un cours. Alors ça a été gravé dans ma mémoire, et du coup... voilà. C'est possible. Mais c'est enterré. Oui. Oui, bien enterré. Donc, pour aborder la notion de sérieux un petit peu, on peut citer René Scherrer lui-même dans un texte qui est une préface à un recueil de textes de Fourier. Il y a un recueil qui a été fait par toi, qui est l'attraction passionnée des textes de Fourier, avec une préface donc, de René Scherrer qui s'appelle Charles Fourier ou l'écart absolu. Et dans cette préface, René Scherrer dit « On ne lit plus Fourier, notre époque est prise de sérieux, n'y trouve pas son compte. Le sérieux, c'est la politique envisagée comme une stratégie. L'économie fondée sur la rentabilité. Ce sont aussi les institutions, la religion, l'État, la famille. Le sérieux, c'est la société existante, considérée... » Alors là, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Le sérieux, c'est la société existante, considérée comme la seule rationnelle parce que la seule réelle. Et la compréhension historique de cette société, c'est-à-dire tout ce qui travaille à sa justification. On entend des choses comme ça, par exemple sur le capitalisme, on dit le capitalisme c'est la seule solution économique viable, c'est la seule qui existe et il ne peut pas y en avoir d'autres, sans même qu'on puisse réfléchir à d'autres formes d'économie ou même à des évolutions possibles. On est dans une sorte de chape de plomb, là encore, qui est auto-justificatrice et où on n'avance pas beaucoup. Alors, le jeu est important. C'est vrai qu'en philosophie, à part quelques personnes qui le revendiquent, le jeu n'est pas très
considéré de manière positive. Par contre, on peut des fois, en science, voir certaines découvertes faites à propos d'un jeu. Notamment la découverte de l'ADN, qui a été faite par Crick et Watson. Et en fait, ils ont découvert la structure de l'ADN, qui est une forme en double hélice, à partir de boîtes de conserve qu'ils ont manipulées. Crick et Watson, les deux découvreurs de la structure en double hélice de l'ADN, qui a été faite avec des modules, un jeu d'éléments associés. Quand je disais que le jeu n'était pas très reconnu en philosophie, il y a quand même des grands noms, puisque Héraclite parle de l'enfant qui joue. La citation exacte, c'est « Le temps de notre vie est un enfant qui joue et qui pousse des pions. C'est la royauté d'un enfant. » Donc, ce fragment 59. Donc, grâce au recueil des textes de Fourier que René Scherrer a fait, on peut s'apercevoir que Fourier a une méthode redoutable qui est l'écart absolu. Donc Fourier invente au moyen de ce qu'il appelle l'écart absolu, la distanciation maximum. Nous inventons au moyen d'une succession d'écarts relatifs, c'est-à-dire d'écarts en relation avec des problèmes posés par des philosophes. Puisque, en fait, on peut considérer aussi que chaque domino posé peut être un écart par rapport à ce qui a été énoncé avant. Mais c'est vrai que la méthode de Fourier est très radicale. Mais elle nous guide sur notre voie, si on peut dire, sur notre chemin, d'un écart plutôt que d'une critique. Donc s'écarter ou s'éloigner plutôt que critiquer, créer ou inventer plutôt que déconstruire, transformer ou transversaliser plutôt que transgresser. On a usé et abusé de la notion de critique tout d'abord, de la notion de déconstruction ensuite et de la notion de transgression enfin, sans que les choses changent réellement. Or, nous revendiquons à la place l'écart, la création et la transformation en vue d'élaborer une philosophie du changement. Pour cela, il nous faut des outils nouveaux. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'abandonner un certain nombre d'idées mortifères. Bon, l'idée de fin, la fin de l'histoire, la fin de la philosophie. L'idée de mort, mort du sujet, mort de l'homme. L'idée de synthèse définitive, savoir absolu, dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. La théorie finale, en physique. Par exemple, à la fin du XXe siècle, la grande préoccupation des physiciens, c'était de trouver la théorie finale qui combinerait les 4 interactions fondamentales de la matière. Et certains physiciens disaient qu'à partir du moment où ils arriveraient à trouver cette théorie finale, la physique aurait trouvé son terme. Ce qui est une absurdité, puisque d'autres problèmes de physique émergeront à cette occasion. Là, c'est le type même du fait que rien ne s'arrête, puisqu'on est dans une... C'est pas qu'on est dans une évolution constante et perpétuelle, c'est le fait que en trouvant une solution, par exemple là on a trouvé la solution 3, et ben se dégage la solution sans point, qui est peut-être l'image de l'inconnu parfait, et donc qui demande d'autres réponses. C'est-à-dire qu'en répondant, on crée une question. Et que des physiciens ne s'en aperçoivent pas, c'est dommage, mais bon, ils sont très peu nombreux à avoir émis
hypothèse d'une fin de la physique à l'issue d'une théorie finale. Et on peut aussi abandonner l'idée de dialectique clôturante, dans laquelle il y a la négation de la négation et la dictature du prolétariat, qui est aussi une clôture. Donc, face au système en place, face aux institutions de pouvoir et face aux idéologies de domination, la philosophie contemporaine dispose de plusieurs méthodes. Alors, il y a la méthode de Lyotard, de Jean-François Lyotard, qui est le principe de dérive. On va y venir. Dérive, il a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle Dérive à partir de Marx et Freud, avec la notion de volution, qui a été reprise par Guy Hockenheim. Donc la notion de volution qui se rapproche de la volition, le fait de vouloir, en lieu et place de la révolution qui peut être une réaction. Et puis il y a la méthode de Fourier, qui est le principe, qui est fondé sur le principe de l'écart absolu. Donc il se trouve dans le Nouveau Monde amoureux et qui se résume à la prise de conscience qu'il nous faut nous sauver par nous-mêmes. Ce sont les propres termes de Fourier. Il y a une autre méthode aussi, c'est peut-être la méthode de Guattari, de Félix Guattari, qui s'appuie sur le principe de transversalité. Donc ça nous donne pas mal de méthodes à notre actif. La méthode de Fourier, c'est l'écart absolu. Je vous lis juste ce qu'il entend par là. L'écart absolu, j'avais présumé que le plus sûr moyen d'arriver à des découvertes utiles, c'était de s'éloigner, en tous sens, des routes suivies par les sciences incertaines. Et ce qu'il appelle les sciences incertaines, c'est les sciences des philosophes qu'il connaît. En conséquence, j'évitais toute recherche sur ce qui touchait aux intérêts du trône et de l'autel. C'est-à-dire le trône, c'est l'État, et l'autel, c'est la religion, dont les philosophes se sont occupés sans relâche depuis l'origine de leur science. Il parle, là, il dit science, nous on dirait doctrine, c'est pas la science, c'est la philosophie, la doctrine philosophique. Mais il a une vue quand même assez perçante, une lucidité que, effectivement, un grand nombre de philosophes se sont occupés à la fois de la théorie de l'État et à la fois de la théorie de la religion. Je m'appliquais, au contraire, à ne chercher le bien que dans des opérations qui n'eussent aucun rapport avec l'administration ou le sacerdoce, donc avec l'État ou la religion. Voilà. Donc, en suivant ces deux guides, parce qu'avant il a parlé du doute absolu aussi, donc le doute absolu sur tous les préjugés et l'écart absolu de toutes les théories connues, je ne pourrais manquer de m'ouvrir quelques nouvelles carrières, quelques nouvelles voies. Donc j'en arrive à la notion de volution, qui est avancée. Alors, volution. Alors évidemment, c'est le mot révolution amputé de son ré. Et c'est revendiqué par et Jean-François Lyotard. Je vais préciser la chose. Là, Guy Hockenheim, dans un livre qui s'appelle L'après-mai des faunes, et qui est justement sous-titré Volution et au pluriel, avec un S, cite une phrase de Lyotard de 1972. Il parle d'une attitude qui ne serait même plus révolutionnaire
au sens de renversement, retournement, mais volutionnaire, au sens de will, W-I-2-L-E, sens allemand, au sens de vouloir. Et donc, Geochem s'appuie sur cette déclaration, sur ce texte, ce passage de Lyotard, pour créer la notion, à partir de volutionnaire au lieu de révolutionnaire, cette notion de volution, pour dire en fait que dans la révolution, ce qui choque, ce qui bloque, je veux dire, c'est le ré, hein, qui nous fait passer de révolutionnaire à réactionnaire. Il dit, nous ne ferons plus en ré, il n'y a pas de révolution, nous ne voulons plus partager les préfixes qui amarrent, hein, qui attachent, qui amarrent l'envol des vouloirs. Changer les mots en gardant les préfixes, comment révolution devient réactionnaire. Donc, comment les révolutionnaires sont-ils devenus réactionnaires? N'y avait-il pas dans le préfixe « ré » quelque chose de mécanique qui a fait passer un certain nombre d'intellectuels et une grande partie de la société de la révolution à la réaction? Ce mécanisme de pensée, je l'appellerais la propension à la critique. En critiquant sans cesse, on devient négatif, et en étant négatif, on devient aussi réactionnaire que les réactionnaires eux-mêmes. Le bel exemple, c'est Alain Finkielkraut, qui passe son temps à critiquer tout, la fête, la joie, et qui maintenant qui se revendique comme réactionnaire. Quand on lui dit « vous êtes un réactionnaire », il dit « oui, j'assume ». En fait, c'est Deleuze qui avait raison. C'est la positivité qui compte, celle qu'il avait découverte chez Spinoza. L'artiste René Vidal désignait par l'aléatoire positif sa méthode de création. Donc il y a quelque chose de positif dans la création, dans le jeu, qu'il n'y a pas dans la critique. Vous savez, j'ai encore un peu de temps, il est 16h. Donc, pour nous, du moins pour moi, l'urgence primordiale, c'est le fait qu'il importe de déstructuraliser la philosophie, et je vais dire de quoi il retourne, c'est-à-dire d'enlever les scories de structuralisme qui existent encore dans la philosophie contemporaine. En effet, l'un des objectifs de la philosophie présente ou actuelle serait de déstructuraliser la philosophie. Le structuralisme qui s'est développé dans les années 60 du XXe siècle et qui est venu des sciences humaines et sociales constitue un désastre pour la pensée philosophique. Les pères fondateurs du structuralisme sont tous décédés. Le dernier en date, c'est Lévi-Strauss. Mais ces héritiers infusent toujours la société et continuent de penser dans une optique structuraliste. Bourdieu, dont on a célébré son œuvre il n'y a pas très longtemps, Bourdieu développe une pensée de la domination, avec ses notions de champ et d'habitus. Alors, pour ne pas parler d'habitude, il met ça en latin, donc ça paraît une notion plus acceptable, alors que derrière, il y a une sorte de conservatisme incroyable. Donc, je disais, Bourdieu développe une pensée de la domination, là où Deleuze propose une pensée de la résistance. On pourrait distinguer les penseurs en fonction du critère de la domination ou de la résistance. Là où les structuralistes comme Bourdieu, Lacan, Lévi-Strauss, Althusser font des théories de la domination, les dynamistes comme Deleuze, Guattari, Lyotard, Hockenheim, Scherrer et Châtelet font des théories de la résistance. Les premiers sont dans la forme, avec un grand F, la forme platonicienne, alors que les seconds sont dans le mouvement. Alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, de manière positive, ce serait de faire une philosophie du temps. Cela nous permettrait de mieux comprendre Bergson, Nietzsche,
Spinoza, Héraclite et Zoroastre. Ce dont nous avons besoin aussi aujourd'hui, c'est d'une philosophie de la connaissance. Car la philosophie contemporaine a déserté ce terrain et nous ne savons plus à l'heure actuelle que connaître et comment connaître. Puisqu'on est souvent dans des philosophies politiques ou des philosophies morales, mais la théorie de la connaissance n'intéresse pas beaucoup les philosophes à l'heure actuelle. Et ce dont nous avons besoin également aujourd'hui, c'est une philosophie de la réalité. Il y a urgence à revoir notre rapport au monde et notre rapport aux autres pour que de nouveaux horizons s'ouvrent devant nous, au lieu du conservatisme et du conformisme auquel nous assistons en ce moment. Voilà 3 pistes de recherche que nous pouvons lancer et qui peuvent devenir 3 trajectoires de pensée. Donc, le temps, la connaissance et la réalité sont 3 thèmes qu'il est important de creuser si l'on veut sortir la philosophie de la léthargie dans laquelle elle se trouve. Il importe de mettre en place une diachronie effective, d'instaurer une transversalité dans la connaissance et de percevoir la réalité comme une matrice de transformation. Pour cela, il y a lieu d'affiner les outils. François Châtelet faisait remarquer que les concepts utilisés couramment sont toujours trop gros. Il est nécessaire donc d'affiner non seulement les notions, mais aussi la démonstration, les arguments, le langage et au final toute la démarche philosophique. René Scherrer énonce qu'il faudrait philosophier Fourier, c'est-à-dire le penser par rapport au philosophe. J'y reviendrai. Dans la même attitude de reconsidération d'une œuvre, il serait possible d'énoncer qu'il faudrait aussi déspatialiser Deleuze, c'est-à-dire penser Deleuze dans la radicalité des notions de temps et de mouvement. Car c'est vrai qu'il a un petit peu enraciné sa philosophie à un certain moment dans des notions d'espace et dans des notions structuralistes. Donc déspatialiser la philosophie de Deleuze, c'est par exemple remettre en question le caractère spatial de la notion de plan d'immanence. L'immanence n'est pas un plan, mais une globalité. Et je pense que ce que René Scherrer a dit dans la revue critique de philosophie sur la géophilosophie, la globalité de la Terre, est très intéressant, car en fait le globe, la Terre n'est pas un espace, c'est plutôt un ensemble de trajectoires, et tu parles du voyage. Donc l'immanence n'est pas un plan mais une globalité. L'immanence est plus temporelle que spatiale, elle est de l'ordre du devenir. On le voit au fait que ce qui s'oppose au devenir immanent d'Héraclite, ce sont les formes de Platon, qui sont immuables et éternelles. Donc, en résumé, il faut revendiquer un temps et non pas un espace. Le temps de la réflexion, le temps de vivre, le temps de rêver. Au jeu de l'espace, les armées et les dictatures sont toujours les plus fortes. On voit en Syrie. Par contre, au jeu du temps, c'est toujours la liberté qui gagne. Donc, je vais en arriver à une notion qui dérive de ce que je viens de dire, et qui est la notion d'atopie, d'utopie comme atopie. Alors, je marque là. Alors, il y a effectivement l'Italie à l'utopos. Donc, ce qui bloque la connaissance, c'est le conservatisme. Ce qui arrête la pensée, c'est le conformisme, et ce qui immobilise la recherche, c'est le réactionnisme, la position réactionnaire. Aujourd'hui, les intellectuels, en majorité, sont réactionnaires, conformistes et conservateurs. C'est cette triple attitude des intellectuels français dans la première décennie du XXIe siècle que nous aurons à dépasser.
Donc, toute pensée est un déplacement, toute connaissance est un curseur qui traverse les époques, et toute recherche est un pas au-delà. La connaissance est diachronique, elle s'inscrit dans la traversée du temps, et la pensée est atopique, elle n'a nul lieu où s'établir. C'est à partir du fait que la pensée est atopique que je peux en déduire que l'atopie, comme je l'ai écrit au tableau, consiste à ne revendiquer aucun territoire, aucune identité. La pensée a besoin de franchir des frontières, même si c'est les frontières de Schengen. La diachronie consiste à ne pas s'arrêter à un seul auteur ou à une seule période historique. La connaissance a besoin d'une diaspora transhistorique. Et la méthode du jeu de domino, dont je parlais tout à l'heure, consiste à ouvrir le champ des possibles. La recherche a besoin d'inventer en avançant. Donc, pour faire un bilan provisoire au cours de notre démarche, il y a plusieurs outils opérants que nous pouvons mettre en avant. Donc, la méthode du jeu de domino, qui dynamise la recherche, la diachronie, qui dynamise la connaissance, et l'atopie, qui dynamise la pensée. Donc, je n'ai pas écrit diachronie, parce que non, c'est un mot un peu barbare aussi pour ceux qui n'ont pas de langue française. Ça s'écrit là en un seul mot. Mais ça vient de dia, qui veut dire à travers, hein, et chronos, qui veut dire le temps. C'est un trait. Donc, une association entre diachronos, diachronie et atopos, atopie. Alors, si on veut définir l'atopie, on pourrait suggérer qu'elle est un vent de liberté. L'atopie est l'étoffe dont sont faites les révolutions. Le vent de liberté. Donc, on fait l'atopie est l'étoffe dont sont faites les révolutions. Ah bon. Le vent de liberté balaye les dictatures et traverse les frontières. Son résultat est de permettre aux individus de s'extérioriser. En effet, le vent de liberté se remarque à son potentiel d'extériorité. Alors là, j'ai fait une grande découverte, si on peut dire. C'est la découverte d'un utopiste qui s'appelle Mercier et qui était un révolutionnaire français. Donc, je vais le mettre ici. Et qui s'appelle donc Louis. Effectivement. Un chroniqueur, ce n'est pas un révolutionnaire. Oui. Un chroniqueur de la révolution. Oui. Oui, mais il a participé aux événements. Oui, c'est bien. Et il a écrit un roman d'anticipation intitulé L'an 2440. Excusez-moi. L'an 2440, c'est un roman donc d'anticipation de type révolutionnaire, si on peut dire, puisque c'est quelqu'un qui rêve que la révolution est réalisée. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui s'endort et qui se réveille en 2440 et qui constate que le roi tient une auberge et donne à manger aux enfants et aux femmes, que tout a changé, c'est la démocratie, l'harmonie. Donc, on voit en cela que Mercier est un utopiste, précurseur de la révolution de 1789, puisque son roman est paru en 1771. En cela, 1771. Avant la révolution.
C'est ça qui est incroyable. Parce qu'à l'époque où, voilà, date de la parution de ce roman.